Bonjour à vous tous, là où vous êtes. Restez fidèles, comme d'habitude, à EcoClub. Alors, EcoClub avait prévu de faire ce dimanche un bilan politique après les dernières élections présidentielles et législatives. Cependant, l'actualité locale, ces 3 derniers jours de la semaine dernière, est venue bouleverser ce programme. Nous débattrons donc de 3 sujets qui divisent les Guadeloupéens, qui divisent la Guadeloupe. La première question, c'est celle du personnel soignant suspendu. Réinsertion ou réintégration. La deuxième question est celle des éoliennes à Petit Canal. Une question aussi qui divise. Et le troisième point que nous aborderons dans la progression de cette émission, en quelque sorte un bilan politique, quelques mois après les dernières élections de 2022. J'entends par là élections présidentielles et élections législatives. Ferons un bilan. Voilà donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que nous écoutez, et à vous, chers amis clubistes, le cocktail thématique qui nous réunit ce dimanche. Alors, d'abord à vous, monsieur Ramaille, un bonjour bien appuyé. Oui, bonjour. Bonne semaine passée. Oui, la semaine s'est bien passée. Bonjour aux amis du plateau. Bonjour à Nico qui est à distance avec nous. Une pensée aussi pour Mandré qui, j'espère, va nous retrouver bientôt. Et bonjour à tout le monde avec des thèmes passionnants. Et j'espère que ça va intéresser tout le public et que nous serons à la hauteur. Une pensée particulière, je ne sais pas pourquoi, pour les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et puis bon dimanche à tous. Alors, d'abord le plateau, Édouard, bonjour à toi, René, d'abord. Oui, bref, bien bonjour à tout le monde, bien bonjour à tous, c'est là que vous dites. Oui. Et bon, nous parlons pour une discussion. Bonjour à toi, cher ami Édouard. Oui, bonjour à tous, à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous encouragent, que je remercie énormément. Vivement. Un bonjour appuyé pour le Nord-Grande-Terre et principalement à Petit Canal. Petit Canal. On est parfait. À le Nord-Grande-Terre, il y a eu une manifestation sur le Moule, là, dimanche. Je crois que le Nord-Grande-Terre est associé, peut-être. Oui, c'est la journée du Dombouy, apparemment. Ah oui, mais ça c'était fait. C'est le Moule, mais en fait, le Nord-Grande-Terre était quelque peu sans doute associé. Et nous venons à notre ami Nico. Nico est en visio. Nico, tu nous entends? Très très bien, vraiment. Très bien. Je ne sais pas si vous me voyez, je vous entends très très bien. Alors bonjour à toi, bien entendu, et content de te retrouver comme d'habitude avec nous. Tout à fait. Jean, j'aimerais saluer les gens qui sur le Facebook n'arrêtent pas d'envoyer des commentaires. Tu entends? Et ils sont très très nombreux. Il y a un problème d'audition. On entend bien. On entend? Je disais que les gens sur le Facebook sont très nombreux. Oui. Et je les salue. Il n'y a pas tout d'accord avec nous, ça c'est clair. Hein. Mais ils le font avec respect, avec intelligence, avec dynamisme. Bon, je les salue aussi. Alors, sur ce, un bonjour aussi, je le répète là-dessus, à tous les fidèles, je dirais, de notre émission EcoClub. Alors, messieurs, le premier point que nous allons aborder, c'est une question qui nous concerne les Guadeloupéens, mais je dirais aussi qui divise les Guadeloupéens. C'est la question du personnel soignant suspendu. Voilà. Nous connaissons la question, il y a une mobilisation, il y a un collectif, je crois, qui mène ce combat-là. Mais nous observons quelques progrès aussi dans le débat, dans les rencontres. La division, elle surgit à un moment bien particulier. C'est ce moment où le ministre, enfin le représentant, le directeur de cabinet, le directeur de cabinet du ministre, est venu avec la terminologie que nous connaissons, réinsertion
et non réintégration. Alors, que pensez-vous, messieurs, d'abord, de cette question qui nous divise, qui divise les Guadeloupéens, et faudrait-il, je pose d'abord la question, je pose la question, réinsertion ou réintégration? Alors, à qui lance le bal? Nico, la musique est ouverte, hein? Ou Ramaille, je sais pas. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, Alors, tu es bien au fait du phénomène, hein? Le monde est petit, alors, les moyens de communication nous rapprochent. Nous avons entendu, lors de cette rencontre, du directeur de cabinet du ministre, enfin du ministre délégué, Carinco, avec les membres du collectif, des personnels suspendus. Alors, cette question de réinsertion et de réintégration, ma foi, divise, me semble-t-il. Alors, Nico? Alors, moi, d'abord, ce que je veux te dire, les 3 sujets que tu as pris, ils sont peut-être très intéressants, mais ils illustrent un même principe, selon moi. C'est-à-dire qu'il y a de la compétence et il n'y a pas de pouvoir. Nous sommes dans une terre de compétences et pas une terre de pouvoir. Et il y en a assez des compétences, il nous faut du pouvoir. Bon, alors, si l'ARS était une organisation co-gérée par la région Guadeloupe et par l'État, il n'y aurait pas toutes ces histoires-là. D'ailleurs, même le problème aurait été géré différemment et on n'aurait pas des gens dans ce no man's land juridique en marge de leur activité alors qu'ils sont totalement compétents, prêts à servir et ils sont passés pour des héros dans un premier temps. C'est quand même particulier quand même d'avoir été héroïque dans un premier temps et finalement, par une sorte de magie en français et en créole, on est des parias. Bon. Donc, je pense que c'est ça le principe de ça. La Guadeloupe doit se battre pour qu'elle ait des compétences, non, qu'elle n'ait pas uniquement des compétences, mais du pouvoir. Ensuite, je constate une chose, que la ligne du directeur du ministre, qui est guadeloupéen, hein, attention, il faut le dire, hein, bon, qui est guadeloupéen, sa ligne me paraît plus dure que celle du ministre lui-même. Alors, est-ce que c'est un jeu entre bons policiers et mauvais policiers, en passant? Mais sa ligne me paraît plus dure. Parce qu'en fait, les gens demandent à reprendre leurs fonctions, point final. Il n'y a pas de distinguo, il faut trouver une solution. Alors, peut-être que la négociation doit passer par... parce que négocier, c'est ça. Négocier, c'est négocier. Bon, peut-être qu'on est dans la négociation et peut-être qu'on va aboutir dans les faits à ce que tout le monde le retravaille. Peut-être c'est ça aussi. Mais je trouve que sa ligne est un peu dure. Moi, je suis pour que ce gens-là retravaille tranquillement, puisque aujourd'hui, les conditions juridiques, sanitaires sont là. Et d'ailleurs, ce problème n'aurait jamais dû exister si nous avions du pouvoir chez nous. Alors, nous avons bien entendu Nicolas dessus, son point de vue, sa manière de voir cette question. Je vais revenir directement sans doute à toi, M. Ramaille. Ensuite, on ira vers... Alors, c'est une question qui n'est pas nouvelle. Et on en a déjà beaucoup dit, ici même comme ailleurs, sur cette question des personnes, comment on les appelle, les suspendues. Les suspendues. Hein. Moi, je ne vais pas changer d'avis sur la question. Et depuis tantôt, il y en a qui se sont mis en conformité. 98% des soignants, privés ou publics, 98% se sont mis en conformité avec la loi. Je ne vois pas pourquoi, je dis 98, c'est un petit peu plus. Je ne vois pas pourquoi les 2% restants veulent se mettre en marge de la loi pour exercer leur métier, mettant même en péril leur situation économique et familiale. Donc, c'est une volonté pour moi de ne pas
obéir à la loi et qui veulent faire leur loi. Dans la démocratie, on doit se plier à la comment dirais-je, à la version Majoritaire. à la majorité. Or, il y a une écrasante majorité qui a fait le nécessaire. Donc, je comprends le personnel de l'hôpital ou des hôpitaux de la Guadeloupe, pour rester en Guadeloupe, c'est un peu pareil ailleurs, qui ne veulent pas adhérer et voir leurs collègues qui n'ont pas respecté la loi retourner dans l'établissement, des collègues qui ont subi toutes sortes de pressions, il faut le dire, il faut pas avoir peur de la réalité, qui ont subi des injures, des attaques sur leur voiture, leurs biens, qui perturbent le fonctionnement de l'hôpital. Et j'irai même plus loin pour dire, si les Guadeloupéens, et même ceux-là même qui se prétendent de bons Guadeloupéens, veulent un hôpital qui fonctionne correctement, que lorsque eux-mêmes ils sont malades, ils ne prennent pas l'avion pour aller ailleurs, pour redorer le blason de l'hôpital de la santé de chaque Guadeloupéen, dont moi et vous qui me regardez, il serait peut-être bon de voir comment assainir l'intérieur de l'hôpital. Moi, je ne regarde pas uniquement le côté économique, certes, c'est quand même frustrant de savoir qu'on ne perçoit pas ce salaire. C'est quand même frustrant, mais si on le cherche, eh bien, si vous cherchez, vous trouvez. Mais je regarde plus loin. Je regarde dans le bon fonctionnement de l'hôpital. Depuis que je suis né, en tout cas, depuis que j'ai connaissance, je commence à me préoccuper du fonctionnement et du bienfait qui se passe dans le pays. J'entends que l'hôpital général ne fonctionne pas. Depuis tantôt, les gens partent en métropole, eux-mêmes, les premiers, partent en métropole se faire soigner. C'est parce qu'il y a un problème dans l'hôpital. Peut-être que la direction a sa part. Peut-être que l'État a sa part, mais le personnel aussi a sa part. Le paramédical, surtout, a sa part dans le fonctionnement, dans le mauvais fonctionnement de l'hôpital. Il faut aussi arriver un jour, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de pouvoir, au contraire, c'est parce qu'il y a un pouvoir fort qui s'exerce pour essayer de maintenir l'hôpital à flot, malgré toutes les attaques qui se font contre cet hôpital. Moi, je suis pour le bienfait de la Guadeloupe, pour un monde médical qui fonctionne, pour des établissements de santé qui fonctionnent de la meilleure façon que possible. Mais il y a des conditions, chacun ne peut pas faire sa loi. Il y a des règles, il faut respecter les règles. Alors, René, on se rend compte, nous rendons compte que c'est un sujet qui divise véritablement les Guadeloupéens, et il faut se sortir, bien entendu. Alors, c'est la question qui est posée. Permettez-moi tout de même de signaler à nos techniciens la présence d'un petit test là qu'il faudrait enlever, c'est un peu incorrect. À soignant, on va enlever le petit test pour que le téléspectateur ne soit pas choqué. Hein. Alors, voilà donc une question qui divise les Guadeloupéens. Il y a ceux qui disent d'accord, bien entendu, ce sont des Guadeloupéens. Il y a ceux qui, même dans le milieu de la santé, qui se disent, mais en fait, il y a eu tellement de déchirures. Alors, comment réconcilier ces morceaux? Et quelque part, nous sommes sur une terre, il faut vivre ensemble. Oui, je ne viendrai pas sur le problème de l'organisation de la santé en Guadeloupe, parce que oui, c'est un problème qui est plus profond. C'est un problème beaucoup plus général, l'organisation de la santé. Et il y a bon moment que le système de santé en Guadeloupe a un grave problème et ne répond pas aux besoins de santé en Guadeloupe. Mais ça, c'est lié à autre chose. C'est lié à la politique que l'État a adoptée en matière de santé, pas seulement en Guadeloupe, aussi en France, et qui n'a fait qu'aggraver la situation de la santé en Guadeloupe, qui était déjà en déficitaire par rapport aux besoins qu'il y avait dans ce pays-là. Que ce soit au niveau de la formation des soignants, que ce soit au niveau de la formation des médecins, c'est un problème beaucoup plus vaste. Je ne veux pas revenir là-dessus, beaucoup plus général, avec tout le problème du système de concours qui avait été mis en place et toutes ces choses-là. Bon, mais je n'aborderai pas ce problème-là. À part ça qui est important, à deux situations-là qui n'est là actuellement. Ça qui dit, c'est qu'à partir des problèmes à vacciner là, nous avons un problème de
à la fois garder dans quel contexte souillé et garder qui lien qui n'y entre principe et contexte. Contrairement à ce qui a passé en France, ici en Guadeloupe, il y a beaucoup plus de monde qui 98% de monde qui n'est pas vacciné qu'à niveau à l'hôpital. Parce que les gens qui en lutte à l'hôpital là, c'est des gens qui sont aussi bien soignants, qui sont aussi bien administratifs et qui refusent un vaccin. Donc, à pas seulement soignants, si vous comptez parmi les soignants, et des gens qui sont dans la médecine libérale. Bon. Moi, à pas j'ai entré dans le combat là, ça, en termes de ça là qui vacciné là, bon, ça là qui vacciné là, c'est un diable, ou l'inverse. D'avoir toujours dit qu'il faut, dans tout combat qu'on a mené, il faut savoir garder mesure. Et nous pas peut-être arrivé à état de division là, qui fait qu'il y a des haines qui créent. Au contraire, il faut nous apaiser cette situation-là. Ça qui dit, c'est que nous, qu'à dépendre de l'État français. Situation à les gens qui pas accepté vacciner, complètement différent en France qu'en Guadeloupe. En Guadeloupe, si vous regardez, il y a à peine 40% de gens qui n'y schéma vaccinal complet. En cas avoué que après, personnellement, pas compte, tout simplement parce qu'on n'a pas considéré ça comme un vaccin, mais comme un moyen supplémentaire de protection vis-à-vis du Covid. Puisque là, il y a demandé au point à continuer, pour moi, pour un vaccin, on vaccin, apparemment, pour ça, à continuer tous les mois, tous les 2 mois, et tout ça, bidé à ça. Compte tenu de la situation qui était née à Casamance et tout ça, en partie une hostilité vis-à-vis de ça. Mais on ne peut pas accepter non plus que d'autres gens qui ni des raisons profondes et personnelles de pas point qu'à dire que 40% de gens tout seuls qui vaccinent en Guadeloupe. Moi, après 3e dose, là, on finit. Ils ont parlé moins de 4e, etc. On n'a pas qu'à faire ça. Bon. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la situation sanitaire là, il complètement changé aussi. C'est ça le contexte là. Et d'autres problèmes là que nous avons, c'est qu'il y a un manque de personnel. Au niveau de l'hôpital là, en Guadeloupe. Qui au niveau administratif d'ailleurs? Qui au niveau, parce que l'hôpital pour fonctionner, il faut une soignant, mais il faut une monde aussi pour assumer la buanderie, pour assumer l'administration, etc., etc. Manifestement, il y a un certain nombre de problèmes et de manque de personnel. Bon. C'est pour ça qu'il y a une situation comme ça. Et en plus, vous trouvez au nouveau un principe, parce que quand on parle de la loi, ça va être dans la loi, il faut faire voter à un moment donné, etc. Un principe qui sont principes autoritaires et unilatéral, et qui a violé même le droit du travail, puisque ça pas très correspond au droit du travail. Donc, en cas qu'à de telles situations, il faut chercher une solution de compromis. Une solution de compromis qui a apaisé la situation pour tout le monde. Bon. Alors, en ce cas, à présent, plus directement, ça qui passait là. Donc, excusez-moi, on dit ça parce qu'on tout à l'heure, Nico dit au bitin. Moi, je crois que ni certainement au accord tout à fait profond entre Clareco et Mathieu. Seulement, c'est toujours le même système-là, le système à l'habitation. Ouvrier là, qui a vu une plainte côté mettre là qui a dit ah ouais, c'est vrai, mais c'est des saloperies, c'est contre mettre là qui fait ça. Après, pas les bails. Et en fin de compte, il a dit contre mettre là, continue. En réalité, Clareco, pour moi, ça était clair que Clareco, il était trouvé dans une situation où il était fait une proposition, mais en même temps, il était contre le gouvernement, parce que si son butin qui a contre loi là que vous votez en bas là, il aurait dit et nous alors, etc. Donc, proposition là, ça c'est ça qui a été mis à faire. Et là, on va écouter Clareco, et là, on va écouter encore à Saint-Martin, à la question de méthode, là, c'est toujours le même bilan là. On est d'accord pour régler leurs problèmes. Les prochains disent qui j'ai qu'à y régler. Et à part Kavin Zéo là, qui proposition est faite, il a envoyé Mathurin une veille. Réaction là, quand on entend là, c'est Mathurin ne va pas comprendre ça quand il dit, c'est Mathurin qui s'est saloperie là. C'est Guadeloupéen là qui a pu faire de ça. Et moi, je ne vais pas tomber dans ces cas de piège là, ça. Pour moi, ça, Mathurin dit, c'est ça que Clareco dit. C'est une décision qu'il prend.
Et décision là, ça, effectivement, à comprendre qu'elle n'est pas satisfaisant pour ces gens-là qui sont dans cette situation-là et qui a dit qu'en réalité, il faut comprendre qu'il y a une solution, mais en fin de compte, il n'y a pas une solution. Son manière de dire, ça, ils ont fait études, ça, ils ont travaillé, ça, leur pour faire. Et tout le travail là qu'ils ont fait en tant que personnel, professionnel, soignant et tout ça, tout ça va raconter. Nous avons besoin de pour qu'ils partie terminée. Et là, on peut comprendre qu'il y a un gros problème, c'est-à-dire que dans la résolution à ce problème-là, nous avons besoin de Alors, on a entendu René là-dessus. Alors, Edouard, bon, c'est sûr qu'il y a des problèmes. René l'a bien dit. Bon, nous constatons qu'au niveau du gouvernement, il y a une position plutôt d'une verticalité. Hein. Le ministre chargé de la Santé, lui, il s'oppose, d'autres membres du gouvernement. Au niveau de notre structure de santé ici, bon, on sait qu'il y a la division, notamment ceux qui s'y opposent. Alors, comment peut-on raccoler les morceaux quand on entend le ministre, enfin le directeur de cabinet du ministre Carinco, ministre délégué, qui dit que oui, l'État va réinsérer à coût de millions d'euros. Donc, pour ne pas laisser ces personnes, je dirais, sur le bas-côté du chemin. Tandis que les concernés disent, voilà, ils ont une qualification, ils sont formés, ils veulent être réintégrés dans leur boulot. Les services de l'État répondent, il y a une conception de la fonction publique, il y a une verticalité, et là, il y a un problème. Comment tu vois ça? Quelle solution, selon toi, qui conviendrait de porter pour qu'on puisse nous sortir? C'est dans la mesure du possible. Je sais que c'est pas évident, mais... Non, mais quelle solution? Il n'y a qu'une seule solution, c'est la réintégration. La réintégration. Écoutez, c'est simple, c'est la réintégration. Moi, je crois que le contexte, il est beaucoup plus profond que ça, et je crois que un peu tout au chacun ici, on a abordé les pistes. Je rappelle une chose, que ce soit le directeur du cabinet du ministre délégué, que ce soit le ministre lui-même, que ce soit le gouvernement, à travers la première ministre, que ce soit le président de la République, c'est la parole de l'État. La parole de l'État est celle qui interdit tout simplement la réintégration. Qu'est-ce que le gouvernement l'interdit, puisqu'il y a une loi. Oui, il y a une loi. Il y a une loi. Et d'ailleurs, on viendra discuter de ces lois. Mais ce qui m'interpelle, c'est le gouvernement a cette solution. Le gouvernement a fait des propositions qui ne satisfait pas l'intersyndicale et qui ne satisfait pas du tout. Parce que, contrairement à ce que Raymond dit, il ne s'agit pas d'appliquer une loi aussi scélérate qu'inutile, la loi du 5 août 2021, qui a imposé l'obligation vaccinale. Rappelle-toi, Raymond, à l'origine, cette loi entendait même, ipso facto, faire de ces personnes qui refuseraient l'obligation vaccinale, en tout cas le personnel de santé, des personnes démissionnaires d'office. On les licenciait tout de suite. Cette brutalité, alors que je rappelle que le personnel de santé, ce sont des personnes qui ont passé un diplôme, qui sont récipiendaires d'une formation, qui ont validé cette formation et qui, en toute connaissance de cause, donc accepté les conditions de ce métier. Encore une connaissance de cause. Pas dans une situation dans laquelle, où, à la suite d'une pandémie, on trouve particulier de mettre en œuvre un vaccin aussi rapide que suspicieux, pour lequel on dit bien que, en l'état actuel de la connaissance médicale, bon, ben, on n'a que ça. Et donc tout le monde sait, ce qui est quand même surprenant quand même, que ce vaccin ne protège pas. On a parlé des formes graves là-dessus. Aujourd'hui, on est vacciné et on meurt de la Covid. Des questions, et qui plus est du personnel de santé, se posent. Ils sont les premiers fantassins de cette lutte contre la Covid. Ils voient ce que peut-être nous ne voyons pas. Donc, s'interroge sur justement la pertinence de ce vaccin, et qui plus est, de se voir contraint à le prendre. Je rappelle que ce même personnel
qui étaient aussi sur la ligne de front avec ceux aujourd'hui de leurs collègues qui sont vaccinés. Ce sont les mêmes. Donc cette loi a créé une apartheid pour le personnel de santé. Cette loi est une loi méprisable, puisqu'elle est en contradiction même avec une autre loi, qui est celle de la fonction publique, et j'ai eu à le rappeler ici, qui dit bien qu'en matière justement de suspension, il y a maintien de la rémunération. On crée, sans le dire, une sanction qui est une entorse carrément au droit commun de la fonction publique. C'est ça la réalité, c'est la vérité. Et aujourd'hui, le gouvernement a renforcé le dispositif coercitif de cette loi du 5 août 2021 en accolant la réintégration, ou en tout cas la possibilité de se voir reprendre son travail, à la décision de la haute autorité de santé. Donc, ce qui veut dire, quelque part, que jamais ces personnes ne seront réintégrées sur le dispositif législatif actuel. Maintenant, bien évidemment, il y a une question morale, il y a une question de salubrité publique, mais il y a surtout une question de... et ça, j'ai envie de dire ça, et je pense que Nico entend très bien, c'est surtout une question, justement, il l'a dit, c'est vrai, de responsabilité locale. Tu l'as dit, Raymond, on a un système de santé qui est plus bas que terre. Tous ces personnels qui aujourd'hui sont suspendus, nous en avons besoin. Qui sont diplômés, ces gens-là. Ils sont diplômés. Nous en avons besoin. Donc, actuellement, la seule solution qu'il y a, c'est de les réintégrer. Il y a des solutions alternatives à leur intégration. Les soumettre à des tests qui leur permettent de pouvoir garantir justement qu'ils en sont protégés. Et là aussi, il ne faut pas être dupe. Rapportons le taux de couverture vaccinale de la Guadeloupe à celui justement du personnel de santé. Tu l'as dit, beaucoup de Guadeloupéens ne sont pas vaccinés. Est-ce que pour autant, la situation de la pandémie est celle qui appelle justement une hypervigilance en Guadeloupe? Non, il y a maintenant une situation de quasi-accalmie. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on vivra avec ce virus comme avec une grippe tout à fait normale. Est-ce que pour autant je suis vacciné contre la grippe? Non, pas du tout. La Covid, nous l'avons attrapée, vaccinée ou pas. Donc, c'est la sémantique du gouvernement qui ne veut pas baisser son froc. Point trait. Point trait. Donc, il y a aujourd'hui une lutte qui est menée ici, et je suis satisfait de cette lutte, et je suis d'accord pour cette lutte. Qu'il faut réintégrer ni plus ni moins ce personnel. Je voulais... Alors, je peux... Non, peut-être... Allez-y. Non, peut-être. Allez, oui. Oui, alors... On viendra à Nico tout à l'heure. Jusqu'ici... Excuse-moi, Nico. Jusqu'ici, on a discuté, mais la réalité du terrain, c'est quoi? Il y a une position idéologique sur la question. Il faut du pouvoir, il faut de la compassion. OK. Les faits sont quoi aujourd'hui? Il me semble avoir entendu et lu quelque part que le personnel en poste aujourd'hui, à une écrasante majorité, ne serait pas d'accord pour la réintégration de ces personnels pour les diverses raisons, qu'on peut imaginer. C'est faux. Pendant les moments difficiles, les attaques, les agressions verbales, physiques sur les voitures, etc. Bref. Donc, l'état du terrain aujourd'hui dans la maison, on n'est pas en accord avec le retour de ces personnes qui sont archi minoritaires, 1,8%. Et d'une part. D'autre part, les médecins, en totalité, à 100%, ne seraient pas d'accord. Ça, c'est l'état de la maison. Si déjà dans la maison, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas d'accord pour faire rentrer quelqu'un chez vous, parce que vous savez que de toute façon, il y aura du désordre, il y aura de l'agression, il y aura peut-être de la réticence et du boycott dans le travail, et des répercussions sur la santé des Guadeloupéens. Comment allez-vous défendre cette thèse-là? Oh, la maison ne veut pas, parce que, sachant que nous ne sommes pas à l'intérieur, je ne suis pas à l'intérieur, ils ne veulent pas parce qu'ils savent de toute façon qu'il y a une dégradation de la santé en Guadeloupe. En tant que Guadeloupéen, il faut prendre vos responsabilités. Alors, qu'on puisse aller vers un meilleur sort de soins en Guadeloupe. Au contraire, il aura du grain à moudre. On va venir à ce que Raymond dit. Raymond, c'est pas lui. Raymond,
C'est Enfin, il a ses idées, mais en fait, je connais Raymond. Raymond, on revient à Nico tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a quand même une sagacité intellectuelle et qui répète un mensonge. En quoi j'ai menti là? Non, j'ai pas dit toi. Ah, J'ai d'accord, pas dit toi. pardon. Je t'ai bien dit que tu as une sagacité intellectuelle quand même. Tu as dit que tu sais faire la part des choses, mais tu répètes quelque chose qui est un mensonge. Je crois que les raisons d'État appellent souvent à faire et à dire n'importe quoi. Hein? Il y a dans cette affaire un fait, une situation inédite, où le gouvernement essaie de trouver une solution. Et il y a un cancan. On a fait croire que, justement, probablement, qu'il y a certains qui sont contre. Mais allez faire en sorte, allez me montrer, montrez-moi qui est contre, justement, que ce personnel non vacciné soit réintégré. Moi, j'ai entendu, à l'occasion, justement, du conflit qui s'est ouvert en Guadeloupe, où on nous a envoyé le GIGN là-dessus. J'ai entendu l'actuel ministre de l'Intérieur dire à l'Assemblée nationale qu'en Guadeloupe, qu'un véhicule aurait roulé sur un gendarme, lui aurait cassé la jambe. J'ai interrogé tout un chacun. Je n'ai jamais... Mais aucune presse écrite et parlée n'a parlé de ce fait-là. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a des Guadeloupéens. C'est ce que je vous dis. Il y a une apartheid de santé. On a créé un ostracisme dans le personnel de santé en faisant croire que ni moun en dit dans l'hôpital là, qui compte moun qui est intégré. Alors que je rappelle que eux tous ont été les premiers fantassins de la lutte contre la Covid. Donc il faut, à mon sens, raison garder. Et c'est ce qu'on veut faire contre nos Guadeloupéens. On veut encore davantage nous diviser. On veut encore davantage créer chez nous une situation, carrément, ce qu'on a l'habitude de répondre ici, de guerre entre nous. Non, on n'est pas dupes. On n'est plus imbéciles. On n'est pas aveugles. Je ne répéterai pas ce mensonge d'État-là, ça. Je dirais juste une seule chose, il faut réintégrer ce personnel-là, point très. Alors, on va revenir sans doute vers Nico. Hein. Je reviendrai à toi après. On sait que le débat est extrêmement prenant. Mais bon, mais c'est sûr, chers amis, nous reconnaissons, il s'agit de sauver l'hôpital. Il s'agit de sauver la Guadeloupe. Ici. Nous sommes dans une émission Éco-Club. Nous devons avoir ce souci d'avoir un discours qui diffuse de l'excellence en quelque sorte. Parce que j'étais quelque part hier, quelqu'un qui suit, bien entendu, l'émission Éco-Club, et qui me disait ces mots, le problème a été judiciarisé à l'intérieur même de l'hôpital. Il me parlait de Cotillon, qui n'est plus ici. Il y a d'autres aussi, enfin, c'est ceux qui m'attirent mon attention sur cela. Et me disait-il qu'il y a aussi la position des élus, il me rappelait. Il me disait que, notamment, le président de région, nos présidents de collectivités qui appelaient à l'État, c'était des personnes ce sont des personnes, des Guadeloupéens qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas donner à manger à leurs enfants. Il me disait ça. Et par la même occasion, il me disait, c'est bon, mais peut-être c'est une opportunité, la réinsertion. Il me disait que c'est peut-être une opportunité pour... je l'écoutais, hein. Et Nico, tu nous écoutes aussi là-dessus pour pouvoir répondre. Il me disait que c'est peut-être une réinsertion. Pour l'opportunité, la réinsertion, c'est peut-être une opportunité pour le personnel suspendu. C'est peut-être aussi une opportunité pour la Guadeloupe. Parce que le problème fondamental, ce n'est pas seulement de donner à manger, c'est beaucoup plus. C'est de développer le pays. Et il me disait que c'est l'occasion pour, sans doute, le collectif, c'est l'occasion de solliciter, l'État propose des coups de millions. Mais s'ils sont combien de personnes suspendues environ? Je ne sais pas, 200, ça? Oui, à peu près. Mais il me disait, 200. Mais en fait, ce sont des personnes qui sont dans une dynamique de groupe, qui ont évolué depuis ce phénomène ensemble, qui se retrouvent, eh bien, si vous recevez des coups de millions dehors, me disait-il, peuvent se réunir et créer des activités. Créer des activités, pas forcément dans le domaine médical. Parce que quand vous avez de l'argent, me disait-il, n'est-ce pas? Quand vous avez de l'argent, eh bien, vous investissez dans des activités qui n'ont rien à voir avec votre formation. Et je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, puisque c'est quelqu'un quand même qui est un économiste qui me disait ça. Il me disait ces mots, ces coups de millions de l'État peuvent peut-être permettre à ces personnes victimes, effectivement on les comprend, qui sont en grande difficulté, de prolonger leur dynamique de groupe, de créer des activités, des entreprises. Alors s'ils sont en vue, je ne sais pas combien, 200 personnes peut-être,
S'ils sont 200, ils vont se mettre peut-être par groupe de 5 ou de 10, Pas tout ça. n'est-ce pas? Je ne sais pas combien de personnes. Même me disait-il, et je crois savoir même, il y a toujours des questions qu'on se pose, hein, Nico, tu nous écoutes, que les sommes allouées pourraient aller jusqu'à 70 000 euros. Non, Moi, je crois que... plafonné à 40 000 euros. 1 000 euros? 40 000 euros. 40 000 euros. plafonné. Moi, je sais que moi, 40 000 euros, 50 000 euros, on négocie avec l'État, je ne sais pas. Mais si vous avez 50 000 euros, vous pouvez prendre 25 000 euros que vous faites et vous investissez 25 000. Je laisserai la parole à Nico, mais je crois qu'il ne faut pas rentrer dans ce débat. Non, je suis dans une dynamique... Non, mais il ne faut pas rentrer dans ce débat-là. Dans ce débat. Alors, Jean, rapidement, Oui. c'est trop facile. Cette carotte-là, ça, Oui. avait paille. Ah, tu veux pas que les gens... Oui, ils auront probablement des indemnités, si Oui. tant est que quelque part, que ce soit sur le... Non, c'est une question que je pose, Non, en mais fait. moi, je dis qu'il ne faut pas rentrer dans ce débat-là, ça. Faut pas rentrer Qui dans ce monde qui débat. dit que c'est mon là, ça y ouvre. Yové reprend travail, il travaille. Travailler à l'hôpital, d'accord. C'est ça, y ouvre. D'accord. Donc cette carotte du gouvernement, c'est pour faire yo sortir là. Non, mais je répondais à... J'échangeais... Nicolas, on est à trois, hein. J'échangeais à propos d'une question, d'un sujet qui a été évoqué hier où j'étais. Mais il peut pas On me dire disait quoi, que l'urgence maintenant, c'est de dynamiser notre économie, de créer des entreprises. Voilà donc un groupe qui se trouve en difficulté, on le comprend, n'est-ce pas? Mais qui ont la chance d'avoir de l'apport, une somme, parce que quand vous criez, il faut du capital pour démarrer. Si vous avez 50 000 euros, eh bien vous êtes 10. Celui-là qui reçoit 50 000 euros, il ne va pas investir ces 50 000 euros. Il va garder 25 000 euros de côté et il va contribuer à 25 000 euros dans un projet. Et les entreprises qui seront créées, me disait-il, seront des entreprises exemplaires. Parce que là, nous-mêmes, peu importe nos idéologies, nous allons dire que voilà, c'est une création de... Jean, on n'en sait rien, c'est de la fiction. C'est la fiction. On n'en sait rien, ça. Alors, C'est de la fiction, ça. Alors, Nico, sur ce point-là, opportunité ou encore bordel, je ne sais quoi. Mais c'est sûr qu'il y a cette question qui est posée, puisqu'on me l'a posée, cette question hier où j'étais, parce que nous sommes avec au club, ils connaissent, ils me disent ces mots, mais c'est une opportunité pour la Guadeloupe. Alors je l'écoute. Alors au lieu que l'État bamoule l'argent, je vais dire, prends l'argent là, fond notre biteille. Mais c'est l'État qui parle toujours. C'est peut-être pour ça. Allez, quand je l'écoute là-dessus. Merci. Jean, 2 ou 3 petites choses simples. La première, comment peut-on imaginer que des gens soi-disant si peu nombreux peuvent être si dangereux? S'ils sont si peu nombreux comme on veut nous le faire croire, ils peuvent pas être aussi dangereux qu'on nous le dit. S'ils ont été en première ligne du combat à l'époque où les protections étaient inconnues, le virus n'était pas connu, ils se sont exposés autant, on peut leur faire gré de leur bonne foi et de leur volonté de faire marcher le système, premièrement. Donc, je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui empêche qu'on enclenche le processus de réintégration. C'est un processus. On peut voir au cas par cas comment on s'organise, mais il faut enclencher ce processus-là. Peut-être que certains ne voudront pas revenir. Alors ceux-là, on leur propose quelque chose d'autre. Mais le processus de réintégration doit être ouvert et lancé. Bon, première chose. Deuxième chose, Jean. Putain, l'argent, cette histoire d'argent-là, c'est la meilleure façon de briser une négociation. C'est-à-dire que tu dis aux gens, écoutez, votre dignité, je l'achète à 40 000 euros. Tu vas braquer les gens, surtout les Guadeloupéens. Un Guadeloupéen, Jean Seymour, tu le sais bien, le Guadeloupéen, c'est celui qui dit, en paré pour pède, on fout des pains pour un pain. Le Guadeloupéen, c'est celui qui dit, en capède, on bateau pour un matelot. C'est vraiment une méconnaissance totale des processus mentaux et des négociations dans le pays de faire une chose pareille. Donc, je le redis, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que celle d'ouvrir le processus de réintégration des gens. Négocier, faire ça, mais il faut ouvrir le processus. Bon. Et puis, par contre, il y a 2 choses importantes que je veux dire. La première, c'est que le malade guadeloupéen, il est au centre du débat. C'est ça le plus important. Le malade guadeloupéen, avec des gens formés qui sont à la rue, le malade ne trouve pas son compte. Et puis, je finirai par dire, Jean, et si jamais, sans tomber dans la théorie du complot, il s'agissait de mettre de côté, de baisser la masse salariale pour le nouvel hôpital? Voici une bonne occasion, non? Une bonne occasion, hein?
de se débarrasser de gens dont on ne veut pas, peut-être qu'ils sont peut-être contestataires, hein, peut-être que cela, c'est les empêcher de tourner en rond, hein, et que la masse salariale et la paix, entre guillemets, sociale interne, n'a pas besoin d'eux pour le nouvel hôpital. Et cette suspicion-là, au fur et à mesure que ça avance, bah, dans ma tête, ça s'allume un peu. Ça s'allume un peu. Donc, je suis d'accord avec Édouard Paulet. Même si avec Édouard, on a un différent sur le vaccin lui-même, hein, parce que je pense que, autant je pense qu'Édouard est extrêmement précis et brillant sur la question du droit, cette affaire-là, parce qu'en droit, c'est grave ce qui se passe en droit. Hein. Bon. Par contre, j'ai une petite différence avec lui sur le côté médical, hein, Édouard. Moi, j'ai peur de ça. Hein. Je sais que ce n'est pas un vaccin, hein, mais je ne veux pas ouvrir, tu vois, Édouard, je ne veux pas ouvrir le débat sur le fait que c'est un vaccin ou pas un vaccin, c'est bon, c'est pas bon. Je pense que même, peu importe ce que c'est, il faut ouvrir, vraiment ouvrir le processus de réintégration des gens et qu'on en finisse. Alors, on entend les affaires des uns et des autres. D'abord, René connaît les positions idéologiques de X ou de Y, mais véritablement, là je pose une question, parce que souvent quand je parle même avec André, avec René, on parle de la Guadeloupe, le développement de la Guadeloupe. Est-ce que sur cette question-là, il y a une question d'orgueil des partis, n'est-ce pas? On comprend, chacun, celui-là, il veut passer des pour l'autre. Mais si nous pensons, d'abord, je dirais la Guadeloupe. Pensons la Guadeloupe, mettons ce côté idéologique de côté, n'est-ce pas? Si nous pensons aussi à ces personnes qui ont sans doute, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup, de 50, 60 ans, qui ont des enfants qui font des études. Ces enfants qui arriveront peut-être dans le pays, qui ne pourront pas s'insérer, trouver du travail, mais qui peut-être, s'ils ont ils ont du capital, ils pourront créer leur activité. Pas parce que j'ai cette sensibilité de l'entreprise, parce que moi, j'ai créé ma petite boîte, avant j'étais le bâtiment, et pas la peau des fesses. Et en fait, j'avais fait aussi un parcours brillant. Il ne fallait pas attendre, il fallait créer. Moi, je suis quand même, cette fibre-là, j'aime bien les gens qui prennent leurs responsabilités. Et si nous voulons peut-être renier la Guadeloupe, que la Guadeloupe se développe, faut-il aussi que nous ayons des chefs d'entreprise et que nous puissions les accompagner, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Qui ont vu ça, machin? Excusez-moi, René, qui ont vu le problème là, ça? Non, pour moi, c'est très clair. Ouais. On peut trouver des gens, parmi ces gens-là, oui, qui a des droits de la retraite et qui a dit ça peut intéresser eux de faire qui va crier ça encore, en rupture conventionnelle. Ouais. On pas penser que c'est pour 40 000 € tout seul, hein, seulement. Bon, mais enfin, on peut trouver. Mais sont minorités. On est en bug là. Si vous regardez encore 10 ans d'ouvre, ça n'a pas qu'à intéresser. Il faut y travailler question là. Ça n'a pas qu'à intéresser. Il faut y travailler question là. C'est un projet immobilier en cours. Oui, ça n'a pas qu'à intéresser. Parce qu'il y a des jeunes. Il est peut-être en somme de traite qu'il y a un certain nombre d'années, qui a fait plus que 40 000 € là. Ça n'a pas qu'à résoudre le problème. On a d'autres gens, si vous voulez, qui font des années d'études, qui ont une spécialité en médecine. Absolument. Cardiologue ou autre. Quand on dit ça, rentabiliser ça. Il n'y a pas de il y a mort. Il y a pas tout. Non, faut traiter le problème là au cas par cas. Au cas par cas. Faut traiter le problème là au cas par cas. Ces gens-là, écoutez, qui désirent, et pas dire depuis le départ, ouais, c'est pour ça qu'il faut d'autres butin. Pas comme ça pour résoudre cette question là, ça. Puisque si vous posez comme ça, on n'a qu'à dire obligatoirement, non, pas marcher. Hein. Pas des gens qui couillons. C'est des gens qui ont savoir, ont connaissance. Bon, ça qui est emmerdant, c'est qu'il y a un débat là qui fait à un moment donné, à un moment l'irrationnel le fake news pour la main. Et ça partit en toute sauce. Ça qui crée des animosités. À présent, il faut faire descendre une pression là. De façon, en toute sérénité, trouvons une résolution à la question là, ça. Oui. Et proposition là qui fait là, ça ne peut pas être une proposition qui est définitive et globale. Ça n'est pas vrai. Il n'est pas global parce qu'il ne correspond à tout le monde. On peut trouver des gens qui sont intéressés et qui ont dans le cadre d'une rupture conventionnelle, peut dire, bon, ben, ils sont d'accord, mais ils vont mettre
qui sont mieux qu'après, parce qu'il y a une d'autres bitins qui ont prévoir après, voilà ça. Mais on peut trouver d'autres qui, non, pour trouver place à notre travail là, à notre travail là, parce qu'ils mettent en place un certain nombre de bitins. Et ils ont d'accord avec ça. Il faut trouver d'autres solutions pour eux. C'est pour ça qu'on a dit, à niveau là, ça. Et puis, qui est le deuxième problème, hein, parce que, à la question de réintégration, c'est réintégration dans quelles conditions? Réinsertion ou réintégration? Non, on va parler de réintégration. Enfin, c'est une réintégration à dans quelles conditions? Le collectif n'a pas parlé de réinsertion. Ah oui. Donc, réintégration. Oui. Réintégration à dans quelles conditions? Le problème qui nous, c'est que l'État, c'est ce que j'ai dit, mais le problème, c'est que, sans doute, le gouvernement ne parle pas de réintégration. Il parle de réinsertion. Mais justement, c'est pour ça qu'on a dit que, pour moi, ça qui est présenté là, il y a aussi unilatéral et globalisant, alors que le problème là va poser de manière aussi globalisante. Yeah. Ça, pour moi, ça peut être une des pistes, mais pas seule piste là, ça va pas vrai. Bon, Si tu me permets. Dans le cadre de négociation. Si tu me permets, j'espère être assez bref. Alors, dans ce processus-là, alors, en général, quand il y a ce genre de texte à appliquer, de formule à appliquer, c'est en général, c'est au cas par cas, ça se fait. Au cas par cas. La personne qui va opter pour la rupture conventionnelle, la solution de Pierre ne sera pas la solution de Paul. Mais est-ce que le collectif va l'accepter? Mais attends, mais ce n'est pas le collectif qui décide. C'est individuellement que ça se décide. Ce n'est pas le collectif qui ira plaider pour Paul. Paul ira plaider devant la commission ses intérêts, s'il est d'accord. Ce n'est pas le collectif. Le collectif peut ne pas être d'accord et moi je suis d'accord. Alors que je fais partie du collectif. Et c'est ce qui va se passer. C'est tout neuf. La proposition vient d'être faite, mais je vois bien, il y en a beaucoup. Non. Comme ça s'est fait pour la vaccination, qui vont voir la personne responsable de cette affaire-là et qui disent, bon, je suis d'accord. La personne qui a, selon ses intérêts personnels, le collectif a sa position, je fais partie du collectif, mais ça m'intéresse ce qui est proposé par l'État. Mais on va voir, ça va défiler cette semaine. Il faut attendre, ça va défiler cette semaine. Après, lorsqu'on est par exemple dans un schéma de rupture conventionnelle, il y a, allez, on parle de 40 000 euros, de 10 000 euros, de 30 000 euros, de 60 000 euros. Il y a une somme qui sera versée. Ensuite, cette personne a la possibilité de se faire prendre en charge par Pôle emploi, qui va percevoir son salaire en attendant des indemnités. En attendant, il pourra peut-être soit trouver un autre travail, soit créer son entreprise. Mais ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas une fin de vie. Mais peut-être ensemble. Et peut-être ensemble, pourquoi pas se mettre ensemble aussi pour créer quelque chose en commun, créer une entreprise, quelque chose. Moi, je dis c'est peut-être une chance pour ces gens-là, s'ils ne veulent pas le vaccin se mettre en conformité, c'est peut-être une chance pour ces gens-là, mais c'est peut-être une chance pour la santé en Guadeloupe aussi, pour qu'on puisse avoir une santé qui fonctionne mieux pour les Guadeloupéens. Alors, Edouard, vas-y. C'est-à-dire que moi, ce qui m'anime dans ce que je viens d'entendre, c'est qu'on est en train de se dire, et Nico a résumé cela, il y a un processus, le seul processus qui doit être mis en place. Alors, j'entends, toutes les intelligences arrivent à trouver des façons ou des manières. Je l'entends à travers celle qui est venue vers toi en disant que oui, mais si on prend cet argent-là, ça, on fait ça. On peut faire beaucoup de choses, genre. On peut faire beaucoup de choses. Mais moi, je rappelle une chose, que ces personnes aujourd'hui, qui sont personnels de santé, ont fait le choix de leur métier. Ils ont passé des concours, passé le temps sur le banc des universités. On a fait un choix. On a fait un choix professionnel. Ce n'est pas pour demain se retrouver de force, obligé de faire ce qu'on ne veut pas. Et cette violence étatique, elle m'inquiète. Elle m'inquiète. Et d'ailleurs, on le voit, pour faire un parallélisme, avec justement la vague de foie le foie qui arrive là, et justement cette sobriété qui a appelé des Français, Guadeloupéens aussi, on veut mettre nous dans sobriété, une sobriété que j'ai envie de dire, à la limite même, qui est dans une situation assez
assez particulièrement féroce où on va subir une sobriété. Ce gouvernement a ses coups des franges pour pouvoir attenter à vos libertés. Vous dire que voilà, c'est comme ça que vous devez vous chauffer à tel degré, pas de sang. Oui. Pour les suspendus, on est dans la même logique. On oblige des personnes qui sont titulaires d'un diplôme à pouvoir se retrouver dans une situation qu'ils ne veulent pas. Alors. Donc, partant, moi je crois que je refuse de rentrer dans cette carotte qui est cet argent-là. Ce ne sera pas assez d'ailleurs. Parce que la situation du tissu économique et social de la Guadeloupe fait, je ne vous apprends rien. Fait que c'est pas sur 40 000 euros qu'on va, même si on se regroupe. Aujourd'hui, le système de santé, il est celui qu'on connaît. Oui, mais attends. Alors, il faut m'expliquer que, je prends l'exemple d'un infirmier qui refuse de se faire soigner, vacciner. Il sort. Quelle possibilité qu'il aura? Alors, à moins qu'il passe en profession libérale, et encore, il faut y la santé, pas d'accord, voilà. Alors que c'est son cœur de métier. Donc on lui fait, en fait, c'est con si je était à l'époque, pardonnez-moi, à Don CPPN, c'est une voie de garage. Non, on n'est plus dans une logique dans laquelle où on attente à la liberté de quelqu'un de choisir justement son processus professionnel. Je ne suis contre justement ce dictat de dire à quelqu'un, ouais, puisque c'est comme ça, on fait ça et vous aurez gagné. Non, ce que je veux gagner, c'est ma dignité. Et c'est vrai, le travail, c'est d'abord une question de dignité. Le travail, c'est pas une question, je prends parce qu'il faut que je me nourrisse mes enfants, ce qui est une réalité. Mais c'est d'abord une question de dignité, je fais ce que j'aime faire. Et donc là, on est en train de me dire, mais fermez-vous les yeux, et donc allez-y, et puis après là-dessus, on passe la main. Et Nico a raison de rappeler, mais que derrière ça, justement, c'est le gouvernement qui aura facilement gagné. Le combat, le combat n'est pas une question d'argent, le combat est une question de dignité, de respect du travail. Et du respect, justement, d'une loi, la loi de la fonction publique, qui rappelle que, justement, la suspension égale maintien de la rémunération. Bon, alors, chers amis, on avance un peu sur cette question-là, mais il faut... nous devons, je pense, véritablement penser Guadeloupe, parce que souvent nous entendons dire, c'est ma position, moi, je me permets en tant qu'animateur d'avancer cette analyse, nous entendons souvent dire que ce pays Guadeloupe, faut nous prendre, c'est ça, moi je crois que c'est ça. Et on ne peut pas prendre ce pays-là sans l'économie. Si nous pensons... Moi j'ai évolué dans la fonction de l'éducation nationale, ça fait du temps, j'ai quitté. Je me suis trouvé dans le privé. Moi je crois que quelqu'un, sans vouloir donner de conseils X à Y, qui reçoit 50 000 euros, moi 50 000 euros, je cherche 4 personnes qui ont 50 000 euros, nous, chaque monde a porté 25 000 euros, on se fait accompagner par une banque, l'État qui nous a mis de côté va nous accompagner, ou la collectivité, nous allons créer une économie, en tout cas des entreprises, et nous allons conduire nos entreprises selon nos convictions idéologiques. Jean, mais tu me poses une question. C'est une vision que j'ai, je ne sais pas. Et il m'a convaincu celui avec qui j'ai discuté. Oui, mais on le voit bien, puisque visiblement tu en fais le porte-parole là. Le porte-parole là, parce que alors, moi je te dis qu'il ne faut pas rentrer dans ce débat-là. On a bien compris. Oui. Un fonctionnaire ne voit pas les choses comme un privé peut-être. C'est peut-être ça. Je ne suis pas d'accord non plus sur ça. C'est donner à un fonctionnaire une vision étriquée qu'il n'a pas d'ailleurs. La preuve, puisque quelque part certains fonctionnaires justement arrivent à pouvoir organiser les comptes bancaires justement de certains justement qui sont dans le privé. Non, moi ce que je dis, c'est que pas forcément, je crois pas. Attends, mais les services des impôts, c'est fonctionnaires qui là. Oui, mais attends. Non, mais ce que je suis en train de dire, il faut pas donner un fonctionnaire. On est fonctionnaire, mais il en faut des fonctionnaires malheureusement. Oui, on a besoin de fonctionnaires, on a besoin de voilà. Donc là-dessus, leur donner une vision aussi archaïque que celle qui est dépeinte. Non, moi ce que je dis, ce que tu dis est vrai, Jean. On a besoin de l'économie, mais on n'a pas besoin d'une économie forcée ni subie. Non, elle ne sera pas subie. Mais elle est subie, puisque visiblement on vous demande, voilà, je vous donne ça et allez-y. Donc, et puis, attends, mais qui te dit que ces personnes ont besoin, avec leurs 40 000 euros, de faire ça? Je pense qu'ils peuvent partir ailleurs, faire autre chose. C'est ce que je dis. La suggestion que tu appelles de tes voeux, je l'entends, je la respecte. C'est vrai, Jean. Mais moi, aller se faire le porte-parole en disant que ouais, mais ça, on peut faire beaucoup de choses avec de l'argent. Mais créer une économie telle que tu l'appelles de tes voeux, là-dessus, avec 40 000 euros, c'est pas suffisant. On va continuer le débat parce que c'est un sujet. Je n'ai pas forcément. Est-ce que je peux dire une phrase là-dessus? Mais je crois que très sincèrement, il y a un processus, avec Nicolas 40 000, dit, si vous êtes 10 à avoir 40 000 euros, chaque personne met 20 000 euros. Vous êtes quand même à 200 000 euros. Alors, 200 000 euros, vous pouvez aller voir un banque. Alors, on montre quoi, on montre quoi? Alors, vas-y, alors, développe ta pensée. On montrait quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, non, mais c'est un consensus, à mon avis. Oui, mais on ferait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous allez faire. Écoutez, on fait quoi? Quand vous êtes emmené à créer, il faut réfléchir.
Non. Moi, tout le monde qui se trouve en difficulté doit réfléchir. Il faut que nous soyons. Je mets de côté tous les positionnements idéologiques. Hein. Je regarde la réalité. Et même si on parlait de jeunes qui font. On va créer une clinique, par exemple, hein, c'est ça. On va créer une clinique, on va créer un hôpital. Mais pourquoi? On va créer là où il y a de l'argent à gagner. Parce que c'est la Guadeloupe qu'il faut trouver. Là, il y a du travail. On va créer, pas forcément dans le domaine de la santé. Pourquoi vous voulez absolument que des personnes, peut-être qui ont fait un parcours de santé, qui ont travaillé, je peux le comprendre. Moi, j'ai fait du plan coopération, j'ai perdu, enfin, je n'ai pas perdu mon temps, mais j'ai fait des années, la région avait investi pour moi à l'époque. Mais je suis arrivé dans mon pays, il faut vivre, hein. On se démerde. Moi, c'est ma conception. En tout cas, je crois que il faut que les Guadeloupéens, je le dis, que nous puissions, qu'il y ait de l'apaisement sur ce sujet-là, que les partis puissent se rencontrer. Je crois que c'est ce qu'il faut. Un processus de réintégration. Moi, c'est sûr, il faut que les partis se rencontrent, qu'il y ait de l'apaisement. Pour qu'il y ait de l'apaisement, il faut que les propositions soient des propositions ouvertes et pas des propositions fermées. Et pensez la Guadeloupe, pensez ce pays-là. Là, la proposition, elle est fermée. Oui. Alors, c'est uniquement ça. Vous dégagez avec c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Alors, on termine sur cette question-là. On va terminer avec Nico. Oui. Nico, nous appelons à l'apaisement, à la rencontre des partis, que chacun puisse réfléchir de son côté comment sauver son territoire, n'est-ce pas? Moi, je suis d'accord. Quand tu dis, Jean, il faut ouvrir les négociations, il faut rien refuser a priori, on dépose tout sur la table, mais on appelle ça processus de réintégration. Et nous avons négocier au cas par cas. Si on ne veut pas 40 000 francs pour acheter l'hôpital, là, c'est problématique. S'il ne veut pas qu'on achète l'usine, c'est problématique. Mais ce n'est pas la règle générale et ce n'est pas la fin de la négociation. Bon. Et Jean, très sincèrement, en toute amitié, Jean, moi, j'ai envie de dire à ceux qui proposent de l'argent, j'ai envie de leur dire, d'accord, bon, mais la vie, le travail, l'honneur d'un homme, c'est sacré. Et là, ma mère aurait dit, cette parole de l'Évangile, elle aurait dit, chassez les marchands du temple. Voilà, c'est une vision. Alors, on va passer à un autre sujet qui divise encore les Guadeloupéens, malheureusement. C'est celle des éoliennes de Petit Canal. Petit Canal. Moi-même, j'ai appris la question, je suis bien accroché à des réalités, à l'actualité de Guadeloupe, mais en fait, c'est à travers une émission à la télé, à Canal 10, que j'ai pu voir ça, votre transmission. Alors, le phénomène, vous le connaissez, les gars, nous avons ici une situation énergétique qui est ce qu'elle est, le mix énergétique, c'est-à-dire il y a sur un même niveau, le niveau mondial, nous savons très bien que cette question énergétique retient des attentions, il y a pénurie, il y a aussi les questions environnementales climatiques. Alors, sur ces éoliennes à Petit Canal, qui devraient être implantées, je crois, sur du terrain agricole, dans un pays où on ne cesse de parler de souveraineté alimentaire. Alors, moi, j'aurais beaucoup aimé entendre René sur cette question, parce que... c'est pas un problème énergétique. C'était agricole. Non, mais c'est pas un problème énergétique qui se pose. Hein. Moi, en pour, effectivement, la transition énergétique, c'est-à-dire qu'elle nous sortit de l'énergie fossile, qui c'est en énergie polluante, charbon et pétrole, pour nous bénir en énergie propre, en énergie qui n'est pas polluante, et en énergie qui va permettre nous contrôler justement l'énergie là, qu'elle nous a produit là, de façon à qu'elle serve l'économie. Augmenter les dépendances. Parce que l'économie va pas développer sa énergie. Augmenter les dépendances énergétiques. Donc, ce n'est pas ce problème-là qui se pose à ce niveau-là. Et d'ailleurs, nous avons une richesse énergétique. C'est pour ça qu'après ce débat là, il faut nous faire un jour. Nous avons une richesse énergétique extraordinaire, qui c'est la géothermie. Et qui c'est richesse naturelle en nous. Fameux pétrole là, qu'il y a en bas là, ben, richesse ça nous nie. Et à part nous tout ça, là, dans la Caraïbe, ni en l'autre côté, ni richesse ça qui a existé. Et puis quittant, qu'elle nous utilise de façon à ce qu'elle nous développe propre technologie en nous, propre formation en nous, puisque nous avons une université, etc., oui, propre cadre en nous et tout ça, et qu'elle nous peut bénéficier d'une plus-value avec le développement. Ni richesse là, ça qui est fondamental, ni aussi les autres éléments dans l'éolienne, dont les panneaux photovoltaïques, etc. Nous n'avons pas quatre bâtiments qui ont un ensemble de toitures énormes qu'ils peuvent utiliser pour faire du solaire, ni la biomasse, enfin, ni plusieurs énergies vertes que nous pouvons développer
et qui doit mener nous à très court terme d'ailleurs à pratiquement en autonomie, sinon en indépendance énergétique. Le Costa Rica qui est à côté de nous, commencé depuis 1940, et il y a 98% indépendant du point de vue énergétique. Donc, à part les possibilités, à part là problème là. Le problème qu'a posé à propos de lieu de plantation à côté là. C'est petit bout de ça, on te dit, dernière fois là, il faut nous éviter en pays Guadeloupe et on pas mettre en cause la municipalité là qui là, ni quoi que ce soit, parce que ça fait avant. Et de même que ça fait avant même que bon, alors c'est pas tout conseil général, à propos politique de tel ou tel groupe de monde qui a posé, c'est un problème qui est lié à nous ni le désir d'arriver un jour à ni certaines souverainetés alimentaires. Il ne faut pas nous dilapider solde agricole utile là que nous avons là, surface agricole utile là que nous avons là. Surface utile agricole, nous, dans les années 70-80, tu as représenté pratiquement 38,6% à l'été. Actuellement, il est tombé à 19, si nous continuons comme ça, nous pouvons continuer à dire à chaque fois, moi j'ai un nous qui vient par bateau et tout ça, et nous pouvons sortir dans cette situation. Il faut nous préserver justement toute cette situation. Côté là, des problèmes aériens qui posent, sont côté qu'on connaît particulièrement bien, puisqu'on participe à l'occupation de la terre. À dans zone là, ça. Ah bon? Oui, on participe à l'occupation de la terre, et on a participé au grand coup de main, et en particulier dans toute zone là, ça. Et on connaît tout un certain nombre de bouts qui étaient installés à niveau là, ça. Donc, c'est son côté, on connaît bien. Et justement, cette occupation-là, en fait, c'était pour permettre, justement, développement agricole et préserver ces surfaces agricoles-là. C'est pour ça qu'en Razi, au niveau du... Parce que c'est au départ, à partir de la commune qui était concernée, puisque c'était là, ça, c'était le décret qui appartient au département. Le département nie à peu près 7 000 hectares en réforme foncière, toujours à disposition. Réforme foncière pour les 11 000 hectares. Et le département nie environ 21 000 hectares qui appartiennent en forêt humide et forêt sèche. En pas dire, il prend les forêts là, mais en cas de ni des côtés, qui c'est des côtés qui pas nécessairement dévoués à l'agriculture, en lesquels, et en particulier ça qui existe en zone petit canal, dans lesquels ils te permettent ces éoliennes là. Et pour moi, c'est beaucoup plus ça. Des zones qui peuvent plaire qui en Bangladesh derrière. Oui. C'est beaucoup plus ça. Il faut nous un équilibre à niveau là ça. On peut développer parce que on peut développer un parc éolien, on peut développer dans d'autres zones qui sont en zone obligatoirement agricole. Et pour moi, c'est beaucoup plus question là ça qui a posé qui d'autres questions à niveau là ça. Oui. Alors, je crois que René a une position là-dessus. Moi, je comprends tout à fait cette question. Mais d'après, on en a entendu le maire de Petit Canal, avec le collectif réuni, me semble-t-il que toutes les instances qui avaient à se prononcer sur cette question, et malheureusement, malheureusement, il y a aussi la Chambre d'agriculture, n'est-ce pas? Il y a eu les instances politiques, les assemblées, etc., la Chambre d'agriculture, les instances de service de l'État. Il y a eu un accord. Ils se sont prononcés. Donc, à un moment donné, malheureusement, je dirais, à un moment donné, un peu en retard, agriculteurs, les monde concernés viennent découvrir bien là ça, mais les représentants, notamment les instances, parce que les agriculteurs siègent auprès des instances, il y a des élus qui se sont prononcés. Et c'est là que, entendez effectivement le maire de le Petit Canal s'exprimer là-dessus. Là, je me suis posé des questions. Mais comment, c'est sûr, on rejoint tout à fait l'analyse de René, mais comment retrouver maintenant la solution, si solution il y a? Oui, il y a certainement une solution. Il y a certainement d'autres solutions. C'est de trouver un autre lieu d'implantation qui soit beaucoup plus, qui ne mette pas en cause la surface agricole. En fait, ni à peu près, moi, entendre par visioconférence, ça qui était fait avec la mairie.
d'ailleurs, à la demande du maire même, ça qui était fait avec la mairie et tout ça. Et en temps d'intervention à Tiaba, à les questions là, ça, manifestement, ils ont le mal donné, au niveau à Baïla même. Et au niveau à processus là, pour te arriver à habiter. Alors, on a parlé de 1 hectare ou 2, on a parlé de 75, en fait, il y a un gros problème à niveau là. C'est pour ça que, à Kakoué, il faut ouvrir le projet là. Alors, à part remettre en cause ni participation à Mérila, à projet là, puisque Mérila, il a proposé de participer, d'accord. D'ailleurs, c'est même recommandable que les mairies participent parfois à un certain nombre de projets. Pourquoi? Parce que les mairies ont la possibilité de porter actionnaires ou bien participer à un certain nombre d'habitants. Et ça peut permettre justement de ces mairies-là gagner un certain nombre de richesses supplémentaires qui permettent de bien gérer le population. À part contre tout ce qui est à ça. Mais le problème là, c'est lié à ça. Alors, ce que l'on sait maintenant, c'est que cette affaire est judiciarisée déjà. Ce sont les tribunaux qui vont se prononcer au stade où l'on en est. Et après, on verra. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Alors, Edouard, sur cette question. Non, mais moi, c'est une question. On t'autorise à parler. Oui, non, mais ça n'engage que moi, ça n'engage qu'Edouard Collet. Hein, donc, mais d'abord, moi, la question que je me pose, et René l'a dit, c'est foncièrement vrai. Aujourd'hui, les politiques, tu l'as dit, hein, tu as parlé de mix énergétique, de bouquet énergétique, c'est-à-dire que toutes les énergies qui sont de nature à pouvoir produire autre que celle de l'énergie fossile que nous connaissons aujourd'hui. La question qu'il faut se poser, c'est que EDF ne pourra plus donner de l'électricité à tous les Guadeloupéens. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, que l'énergie polluante que nous utilisons pour nous fournir l'électricité, pour produire l'électricité, s'amenuise. On voit bien avec justement les fluctuations du prix du pétrole et du prix de l'essence à la pompe. Et par conséquent, donc, il y a un moment donné, il faudra penser à produire autrement. Maintenant, la capacité d'énergie à produire pour permettre une économie, hein, pour ne pas la paralyser, pour ne pas l'empêcher là-dessus, donc l'électricité, qu'elle soit produite de manière éolien, photovoltaïque, solaire ou marémotrice ou géothermie, aujourd'hui, sont devenues véritablement des priorités du gouvernement. Je rappelle que le mix énergétique, c'est d'abord une question gouvernementale. La transition écologique appelle justement la volonté de pouvoir répandre sur les territoires justement ce type de production. Et ce projet singulièrement, c'est un projet porté par le gouvernement et l'État. Oui. Donc maintenant, et c'est vrai, il y a maintenant une cohabitation qui paraît peut-être, je dirais, tendancieuse entre ce besoin de mix énergétique et les terres disponibles pour pouvoir le faire. Donc, qui plus est, agricole. Donc, il y a une cohabitation qui, par moment, n'est pas pacifiée et difficile. Raymond l'a dit, c'est vrai que sur le territoire du Nord-Grande-Terre, nous avons quand même plus de la moitié de la surface agricole utile de la Guadeloupe. Maintenant, ma question, c'est de savoir, on en fait quoi avec cette surface agricole utile? Est-ce que c'est cette terre-là, véritablement, qui donne à manger aux Guadeloupéens? Deuxième question. Oui. Parce que notre commission de la semaine dernière était toute dédiée, puisqu'on parlait justement de souveraineté alimentaire. Et il a été indiqué deux choses. La première, c'est la difficulté justement de pouvoir faire coïncider une alimentation avec ce dont nous avons besoin là-dessus, et que notre balance commerciale, elle est déficitaire. Donc ça veut dire que nous faisons plus entrer, et je parle sous le contrôle de Raymond, plus entrer que nous pourrons faire sortir. Donc c'est une question profondément guadeloupéenne. Qu'à manger? Qu'est-ce que nos enfants mangent aujourd'hui? Et puis, cette question, justement, de surface foncière, elle n'est pas distribuée uniquement à l'aune de ces éoliennes-là. C'est un problème, c'est un petit problème. Mais le problème du logement. Mais le problème du logement se pose. Les Guadeloupéens, donc en fait, on a besoin de loger les Guadeloupéens. Donc, il y a véritablement une discussion à avoir pour faire en sorte que cohabite ce mix énergétique, qu'il soit photovoltaïque ou éolien, le besoin du manger, le territoire et le logement. Donc il y a un vrai problème de gouvernance locale. Hein, je regarde Nico et en souriant, il y a un vrai problème de gouvernance locale et d'arbitrage local. Alors on va progresser sur ce point-là. Rama et ensuite Nico, on viendra à toi. D'accord, oui. Alors pour ce qui concerne ces éoliennes, c'est un problème que je ne connais pas encore dans le détail, mais sur le principe, je crois que nous avons un effort à faire à ce niveau-là pour ce qui concerne l'énergie. L'énergie, c'est aujourd'hui, c'est une comment dire, un thème planétaire à traiter.
On voit bien, avec la guerre en Ukraine, le problème du pétrole, en 100 ans, permettez-moi l'expression, on a foutu la planète en l'air avec le pétrole. Et on n'en produit pas. Maintenant, il faut trouver une solution pour arriver à, en même temps de produire de l'énergie sur place. Il y a des sacrifices à faire. Parce que je crois que même quand on regarde balance commerciale, ce qu'on doit manger et l'énergie, je crois qu'il faut quand même donner une certaine chance à ce mix énergétique parce qu'on en a besoin. Que ce soit l'énergie éolienne, la géothermie, la Guadeloupe peut être à les ingrédients qu'il faut pour être autonome sur le plan énergétique. Absolument, je suis d'accord avec toi. Et je lance un appel en direction du conseil régional qu'il faut avoir, il y a peut-être, tout est prioritaire, mais je crois que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est l'énergie. Au moins au même titre que le développement de la souveraineté alimentaire. L'énergie, de toute façon, il n'y a pas d'énergie, on ne pourra pas transformer et créer les industries, tout ce qui suit derrière, même faire rouler les voitures. Donc, pour faire tourner les industries, il faut de l'énergie. Et j'espère que les agriculteurs vont comprendre. Il y a aussi des sacrifices à faire, peut-être au niveau de certaines terres agricoles, comme Edouard l'a dit. Est-ce que c'est cette terre agricole-là où on va planter, et là où on va mettre les éoliennes, est-ce que cette terre agricole, aujourd'hui, contribue véritablement et à quel pourcentage dans la souveraineté alimentaire de la Guadeloupe? Il y a un équilibre à faire. Donc, le maire, moi, je suis prêt à mettre ma main au feu que le maire de Petit-Canal n'est pas fou. Il veut du bien pour sa commune, pour sa population et pour le développement, du pays. Et donc, je pense qu'il faut encourager le maire et que l'on puisse faire des sacrifices. Il y a certainement des sacrifices à faire. C'est peut-être pas 100% bon, mais l'énergie devient prioritaire. Et pour le truc carbone, quand on emmène de la marchandise en Guadeloupe, que ce soit par avion, que ce soit par bateau, il faut voir comment on appelle ça déjà, le truc carbone que les bateaux, les avions... Oui, comment dirais-je, les émissions carbone, les émissions carbone, que chaque kilo de marchandise coûte pour l'emmener en Guadeloupe. Donc, si on arrive à ce mix énergétique, on arrive à produire, et en faisant aussi quelques sacrifices, moi, je suis de parents d'agriculteurs, je suis impliqué dans l'agriculture en Guadeloupe. À ma façon, je ne serai jamais contre, mais il faut donner cette chance à la Guadeloupe pour développer l'énergie et pour devenir autonome sur le plan énergétique. Je peux dire juste une phrase. Oui. La phrase est la phrase suivante. Oui, terminé. Comme on a dit, est-ce que c'est ça qui va faire la souveraineté alimentaire? Est-ce que c'est les éoliennes déposées là qui vont faire le mix énergétique progresser en Guadeloupe et se transformer? Ils vont participer. Non. Ça aussi, les terres agricoles contribuent aussi au développement de la souveraineté alimentaire. Mais le choix il faut arrêter de dire des choses comme ça. On est d'accord. D'accord, parce que les agriculteurs, les terres agricoles ont été toujours les éternels sacrifiés pour faire des autoroutes, pour faire le dégagement de ceci, pour faire parce que le cabaret qu'on l'a pour ceci, pour cela. Il faut arrêter tout ça pour développer la Guadeloupe. On n'a pas un territoire. Justement, il faut tout ça pour développer la Guadeloupe. C'est bien parce qu'on n'a pas un territoire et qu'il faut faire cohabiter. Il faut faire cohabiter. Il faut éviter gaspiller les terres agricoles. Il faut faire cohabiter les projets. Il faut faire cohabiter les projets. Je crois que tous les Guadeloupéens sont là dessus. Il faut protéger les terres agricoles. Il faut optimiser. Il faut faire cohabiter. Il faut faire cohabiter les projets. Et il y a des sacrifices à faire. Pour après ça, le pays nous va venir poser nos problèmes pour ne pas dire ah ouais, effectivement, nous sommes mal fait ça. Mais nous avons pris. Sanctuariser les terres agricoles. Nous arrêter ces bêtises. D'accord. Mais si nous n'avons pas mangé mal. Nous voyons Nico. Nico, t'entends là, Nico. Mais si vous n'avez pas mais peut-être si vous n'avez. Alors Nico, on vient à toi parce que bon, malheureusement, on apprête à la fin de l'émission. Nico, alors cette question de Petit Canal avec les éoliennes, les terres agricoles. D'autres habitants, rapide. Premièrement, tu vois ça, il y a de la compétence, mais il n'y a pas de pouvoir. Il y a la compétence, il n'y a pas de pouvoir. Bon, je suis persuadé que vu l'intelligence du maire de Petit Canal, s'il avait le pouvoir, il était que fait différemment. Puisqu'au départ, lui-même était contre le projet quand il était dans l'opposition. Attention,
Le maire de Pilcan n'est pas contre les éoliennes, les fermes photovoltaïques. C'est un type qui est trop moderne. Il est trop moderne pour être ça. Mais s'il avait le pouvoir d'affecter ces choses-là là où il voulait, certainement, il aurait fait différemment. Mais comme c'est un homme politique et que c'est une décision qui lui est imposée, hein, il tente, parce qu'il n'a pas le pouvoir, il n'a que des compétences, il tente un compromis. Un compromis. Alors, la question, c'est est-ce qu'il va réussir son compromis? C'est tout. C'est tout. Bon, et par contre, dans toute cette affaire-là, moi, je voudrais dire du bien de quelqu'un. C'est de Rosan Mounier. Très, très sincèrement, moi, je suis allé écouter ce débat. Ce type-là est exceptionnel. Franchement, hein, moi, ce type-là réussit dans ce débat, tout le monde a chiré, tout le monde a fait des zones. Il réussit à dire clairement sa pensée. Et pour le monde, pas qu'à dire aïe contre lui. Ça, c'est un chef. Ça, c'est un leader charismatique. Ça, c'est un homme d'État qui est capable de dire aux gens leur vérité, sans agression, sans haine, et qui fait du consensus. Rosan dit en vitesse 7, il dit oui à la transition énergétique, oui aux fermes voltaïques, oui aux éoliennes, mais il faut nous voir qui nous a fait pour optimiser, là nous avons mis ça. C'est clair. Bon, nous avons tous entendu et moi, ce que je retiens, je vais finir. Moi, ce que je retiens du débat, C'est parce que nous avons... Non. Allez, vas-y, Nico. Je retiens deux choses. Les Guadeloupéens sont tous très intelligents. Tout le monde qui parlait l'intelligent, il y a intelligence à eux. Mais par contre, les Guadeloupéens, ce que j'ai vu, sont tous trop intolérants. Nous devons progresser dans la démocratie participative pour coûter nous et trouver des compromis parce que tout le monde n'est pas ni raison en démocratie. Hein? C'est pour ça qu'il a la majorité. Mais il faut nous progresser. Mais par contre, on a besoin d'hommes comme aux Mounier pour montrer le chemin, pour pouvoir faire des synthèses et pour pouvoir dire en toute tranquillité, mi ça pour nous faire, mi vérité là selon moi. Alors, on a bien entendu Nico là-dessus. Hein, nous sommes à un niveau, ma foi, où les divergences sont telles. Vous savez aussi, autant le rappeler, hein, qu'il y a eu des instances politiques au siège des Guadeloupéens qui se sont prononcées sur cette question-là. Le maire, c'est sûr, il vit le phénomène, il est aussi au conseil départemental, peut-être à l'époque, je ne sais pas s'il était, mais nous avons eu la collectivité régionale, nous avons eu le département, nous avons eu la chambre d'agriculture. Tous, ce sont des Guadeloupéens qui sont là. Et ils ont géré le problème jusqu'à ce que nous soyons à ce niveau-là maintenant. Donc peut-être, je ne sais pas, c'est une affaire qui est judiciarisée, il y aura une décision qui sera prise. Eh bien, souhaitons que l'exception ne soit pas la règle, que l'on puisse corriger ça éventuellement. Alors, elle n'est pas judiciarisée sur l'implantation des éoliennes, elle est judiciarisée sur justement le droit au sol, dont se prévaut justement ceux qui se disent agriculteurs ou ceux qui le sont. Hein. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est judiciarisé pour différentes raisons. Oui. C'est que, premièrement, effectivement, ni le fait qu'il y ait même bail là qui est signé par rapport à EDF, oui. Pas bon. On ne peut pas dire pas bon en fait. Non, il n'est pas bon, tout simplement parce qu'il a fait référence à des lots qui n'ont pas existé. Il n'est pas bon, il a fait référence à des lots qui n'ont pas existé. Et en fait, quand l'on va regarder, à niveau le cadastre même, il y a une confusion totale. Donc, effectivement, c'est un problème très complexe qu'il faut voir sérieusement. Très complexe. Côté là, ça. Voilà. C'est pour ça qu'on a dit, profitez justement des crises là, ça, pour une cohabitation qui sont une cohabitation beaucoup plus intelligente. C'est-à-dire, ni moyen trouvé, on d'autres zones de plantation qui ne peuvent pas poser le même type de problème, et en même temps, des vrais aller côté là ça, parce que au pays d'agriculture qui a l'habitude ça qui était laisser ça tomber, hein, vrai qu'on va faire à niveau là ça. Donc il faut nous rappelle aussi les agriculteurs qui ont été indemnisés et qui ont souhaité l'indemnisation.
Il y a ça. En tout cas, la question agricole, on sait que c'est une question qui vise. Mais alors, on va terminer. Il y a un élément important, c'est que la terre où on doit implanter ces éoliennes appartient au Conseil général. Oui, absolument. Ce n'est pas la terre de ces agriculteurs. Non, mais ça, Oui. Alors, ça appartient au Conseil général qui a donné son accord apparemment. Voilà. Alors, non, attends. je précise une chose, hein, c'est que là où elle tenir les occupations de terrain, et ensuite là où elle tenir régularisation, etc., tout c'était là, ça rentrait dedans les têtes du conseil départemental et rentrait dans le cadre de la réforme foncière. Ça qui veut dire que l'attribution, c'est des GFA. GFA, pourquoi? Pour éviter justement que t'es là, parti en tant que propriété privée et trouver une pète pour l'agriculture. Ouais. C'est le système qui te met en place à niveau là, ça. Donc effectivement, c'est le conseil départemental. Il y a qu'à signaler que le conseil départemental qui votait, qui n'a pas le même conseil départemental et que les points de vue pas les mêmes non plus. Hein. Voilà. Alors, on va devoir se séparer. Alors, sous cette question, malheureusement, on a été obligé de découper un peu l'émission dans la mesure, enfin pas d'écouter l'émission, mais de reporter à une autre date, le troisième point, qui est aussi important, qui est un bilan politique à faire après ces deux élections, avec les élections présidentielles et législatives. Ce sera sans doute pour la prochaine fois. Alors, sur ce, messieurs les clubistes, je vous remercie beaucoup, et à vous, téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et nous vous disons à dimanche prochain. Bye bye.